aujourd'hui. اسمحوا لي يا جماعة اللي يقول لك جمال العباسي شية للرئيس مشية تونس. بزاف التمثال هو عزيز اللي قدموا انه اعطى Aujourd'hui. Aujourd'hui. Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. La plupart des émissions du Top 3 traitent des travers du régime, de ses dérives, de ses turpitudes et des tares fondamentales qui le constituent. Mais en cherchant à mettre le doigt sur la plaie, à tenter de diagnostiquer le mal qui nous ronge et qui pourrait nous emporter, corps et biens, si nous ne nous réveillons pas de cette lourde torpeur qui nous entraîne vers le fond, nous avons néanmoins négligé un aspect très grave, peut-être même le plus grave de notre crise, celui de nos valeurs, ou plutôt de la perte de nos valeurs les plus essentielles, celles qui nous ont fondés, qui nous ont fait nous unir face à l'adversité, ces valeurs qui nous ont habités en profondeur et qui ont constitué notre être profond, notre être collectif, forgé dans la dignité, même au prix de la vie. Ces valeurs ne sont plus, malheureusement. Elles ont été non seulement anéanties, mais inversées, tête bêche, puisqu'aujourd'hui, la première des valeurs, dans notre échelle sociale des valeurs, est la qfeza, le système D. D comme débrouillardise. Au moment où la noblesse d'âme, l'intégrité, la dignité, la droiture, le sens de l'honneur ont été ravalés au fond du sac poubelle. Et c'est d'une véritable épidémie qu'il est question désormais. La chitalose. La chitalose qui tue l'âme algérienne. La chitalose qui infecte ce qui nous reste du sens de l'honneur. Et ainsi, de couche en couche, de plus riche à plus pauvre, de plus pauvre à encore plus pauvre, l'ignominie s'est répandue du plus haut au plus bas, comme un mal qui infeste tout le corps. Les privilèges pour les relais du régime étant relativement rares, c'est la course à qui marchera sur la tête de ses propres frères, à qui fera la plus grande chita possible et imaginable pour pouvoir enfin écraser ses mêmes frères de sa réussite, de son mépris, pour exorciser ses propres lâchetés et faire oublier tout ce qu'il a accepté de faire pour se hisser jusque sous les pieds de ses maîtres. La chita n'est qu'un moyen et qui ne va pas tarder à devenir le seul moyen pour passer la ligne d'arrivée pour parvenus forcenés. Ces parvenus qui ont passé la ligne d'arrivée de leur petit bout de piste sont enviés pourtant par d'innombrables autres parmi leurs semblables qui rêvent de parvenir à leur niveau de bassesse, d'habiter des bidonvillas comme les leurs, avec plusieurs voitures de luxe dans le garage, des liasses de billets de banque dans chaque poche et un palmarès de Hajj et de Umrah étalé sur la place publique qu'ils égrènent quotidiennement lorsqu'ils racontent leur énième pèlerinage. Nous allons voir quelques échantillons de ces chitalogues parmi quelques milliers d'autres. اسمحوا لي يا جماعة اللي يقول لك جمال العباسي شية للرئيس مشية تونس. هذه عيب. رفيق السلاح
رفيق السلاح، رفيق السلاح، عملاق، عملاق، عملاق. وراكم لاحظتوا يا جماعة الخير، يا شباب يا شابات، رغم الصدمة الصحية شفتوا كي راه يسير البلاد أركاز كما يقول. في مرحلة أحوج إلى أن نحتاج إلى أناس شعارهم والله إنك أحب البلاد إلى قلبك ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن من الإيمان، هو النبي صلى الله عليه وسلم. والله تتوقف عند شخص ولا نقول لك ولا نزكي على الله أحدا، صدقك جعلك آمنا وتمشي بين الناس. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا شيخ تاعي قراني في الصيام، ما يجوزليش نقول له في وجهه، لكن والله صدقه أوصله إلى هذه المرتبة. ويكفيه فخرا أن رئيس الجمهورية أنا راني فري براني مضطهد ومظلوم. بلغ بهم الأمر إلى أن جابوا جيب فاطمة، أنت واحد الوقت كنت طلبتي بإنجاز تمثال لرئيس الجمهورية، هل ما زلت مصرة على هذا الطلب؟ اكيد ما زلنا مصرين كتنظيم. يعني احنا في الحقيقه كنا في 2013 كنا جاتنا فكره على انه نديروا تمثال من البرونز، ليس كما قال قادة بن عمار من ذهب، لانه الجزائر في ازمه اقتصاديه، هو استغل الحدث وعمل منه من ذهب. احنا ما قلناش من ذهب، قلنا من برونز لفخامه رئيس الجمهوريه. هذا الرجل الذي ينكره الجميع، نحن كتنظيم غير حكومي نعترف بانه زعيم السلام في الجزائر، احب من احب وكره من كره. مازلنا في الفكره تاعنا، انذا كنا عطينا المشروع للسيد عبد الملك سلال، لكن رفضنا المشروع ليس لبناء التمثال، وانما كانت الحمله الانتخابيه ونظرا لمرض الرئيس، لكن باش نعلم بانه هناك التمثال راه واجد، راه حاضر، رانا نستناو برك الرئيس وننديروه. وايضا امر اخر، كاين تمثال اخر. تمثال واجد، تمثال راه واجد، خدمتوه كملتوه خدمناه وراح يوضع. دوك فخامه رئيس الجمهوريه نوجه له نداء في قناه النهار، قولوا له يا فخامه رئيس الجمهوريه، الاب المجاهد اللي عزيز على قلوبنا خصوصا نحن المراه الجزائريه، انت تقول لنا فخامه رئيس الجمهوريه وين راح نديروا هذا التمثال من برونز. هذا يعتبر كهديه لك، لانك انت ابانا مجاهد عزيز السلام عزيز الجزائر، قدمت الكثير الى الجزائر، حبينا احنا نعطوا لك هديه بسيطه عرفان اللي ما قدمته. وايضا هناك ايضا تمثال اخر راهو يبنى الفريق قايد صالح، ايضا هو ايضا رجل مجاهد وقدم الكثير. سنكرم الجيش الوطني الشعبي على راسه الفريق قايد صالح. هذا الرجلين المجاهدين اللي قدموا للبلاد الكثير، واللي رافضين هذه الفكره بعض المعارضه منهم التي تزنزن هنا وهناك، لا يهمنا نحن الامر في ذلك، وانما نحن كتنظيم غير حكومي نعترف بهذا الرجلين. وايضا نطلب من قناه الرهار المجتمع الدولي والمنظمات الغير حكوميه الاعتراف برجل السلام فخامه رئيس الجمهوريه ومنحه جائزه نوبل للسلام، انه اعطى الكثير للسلام في العالم واعطى المصالحه كمرجعيه لكل. من الصعب جدا، من الصعب لأي بشر يأخذ الكلمة من بعد ما سمعنا الأسد نتاعنا. ويقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صعب. قلتها في عدة مناسبات، الأسد لليوم لما الأسد يظهر كان يظهر الأنانية والجوبة كانوا يتخباوا. ها هو رئيسنا، ها هو العملاق عبد العزيز بوتفليقة المجاهد المناضل، وتكونوا فخورين هذا ولدكم عبد العزيز.
راك تقول للقبائل ما تخلطوش. لا ماشي ما تخلطوش، نقول لهم الا حبيتوا ديروا الشتاء ايجابيه باش تبنيو بلادكم. راك تقول قبيل شيتو. اسمع نقول لهم اسمع هذيك نتاع النيف طالع وتغنونت وكل شيء. آية أحمد الدا حسين 60 عام هو النيف طالع وتغنونت، آخرتها إنا لله وإليه راجعون. واش دار سي أحمد؟ ما دار والو. أنا كنت نفضل أن الدا حسين الله يرحمه ربي يرحمه اسمع يقعد في البلاد ويتحاور ويتعامل. ما خلاوش. اسمع لي، ما لا خلاوش. تعرف علاش ما خلاوش؟ انا دروك كانوا راح يقتلوه. كانوا راح يقتلوه. بوضياف مات. كانوا راح يقتلوه. وإلا كان ربي كانوا راح يقتلوه. ربي هو اللي يقتل. والله واحد ما يقتلك. اذا خلينا هذا موضوع واحد اخر. انا تغنوت ما نتفقش معها نتاع القبائل. انا نقول لهم هذا التغنوت يعني سخروها في التنميه. انا نشيتي للدوله باش نبني البلاد، لان تيزي وزو متاخر على تلمسان ب20 سنه ومتاخر على وهران ب20 سنه. علاش هذا التغنوت تيجينا غير تيزي وزو مجايه؟ Aujourd'hui. Observe Algérie. Algérie, le miracle de Bouteflika selon Ould Albès. Par Jugurtha Nam. Thammourth. Bien qu'éjectée de son poste de ministre, El Hadi Ould Ali remercie Bouteflika. Par Tariq Haddouch. Algérie Monde Info. Présidentielle 2019. Le bal des courtisans est ouvert. Par Algérie Monde Info. Algérie, épidémie de chitalose. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler avec moi, ici sur le plateau, Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous avons Dr Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Merci Amira d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Et depuis Londres, mon ami Moustapha Hammouda, consultant en technologie de l'information. Moustapha, merci d'être avec nous. Merci. Merci. Saïd, chitalose, c'est une épidémie, c'est une pandémie. Pourquoi le chital s'est répandu à ce point dans les mœurs politiques, et pas seulement, un peu partout, et pourquoi elle se généralise un peu partout? Ça veut dire, وقالها كيفاش اسمه بن حمو باش تقضيو حوايجكم لازم تشيتوا. Il n'est pas le premier à le dire, me semble-t-il. Majid Sidi Saïd, dans l'une de oui, ses sorties exact, publiques, absolument, avait dit que dans les négociations avec les représentants du régime, il fallait être dans la chita pour pouvoir obtenir ce que nous souhaitons. Ce qu'il souhaite, c'est-à-dire dans sa manière de voir et de concevoir. Moi, je pars de ces deux exemples pour un peu dire que ça, en fait, c'est une forme de construction du régime. Pourquoi une construction du régime? Parce que le régime lui-même, il est illégitime. Il ne vient pas du peuple, ne représente pas les peuples, et par conséquent, il lui faut un certain nombre de fléaux, un certain nombre d'instruments qui sont issus de sa science, sa propre science. Parce que là, moi, je parlerai plus de chitatologie et je définirai très vite le concept. Parce que quand j'ai vu toutes ces vidéos, il y a matière... C'est une spécialité, alors. Tout à fait. Et je vais donner la définition dans 2 secondes. Quand j'ai vu les vidéos, c'est un peu tragicomique. Il y a du pathétique, il y a du... mais il y a même des applaudissements. Ces gens sont applaudis, hein, oui, chaudement. Effectivement. Bon, mais ça fait partie du décor et du théâtre au sein du régime, et y compris l'auditoire, on sait comment qu'il est constitué. Parfois, c'est des bus qu'on ramène, d'autres fois, c'est la hachia qu'on mobilise, d'autres fois, ainsi de suite. Bon, donc la chitatologie est une discipline enseignée et prodiguée à l'université de la félonie, de l'indignité et du déshonneur, et qui est récompensée par des actes de propriété de terrain, de licence d'importation, des galons sur des épaules souillées. Et dans cette chitatologie, il pourrait y avoir un recteur, c'est-à-dire le recteur de cette université. La palme aujourd'hui sera distribuée à Ould Albès.
Ouais. Et on pourra prendre Amargoul pour factotum. Et on pourrait éventuellement aussi rajouter Ben Hammou comme planton. Et enfin, on terminerait par Sidi Saïd comme agent de surface. Mais pas que, ils sont pas des centaines, ils sont des milliers. Effectivement, la chita. La chita, c'est quoi? C'est la soumission inconditionnelle à un ordre et des services rendus à cet ordre par plusieurs mécanismes. L'un des mécanismes, c'est l'éloge. Mais l'éloge de quoi? L'éloge de l'échec que cet ordre a produit. L'éloge de la félonie que cet ordre a produit. L'éloge de... Et ça, justement, ce système est créé pour pouvoir nourrir le régime. Je ne veux pas croire et je ne pense pas que la chita est populaire. Elle est plus dans les cercles, sinon la base sociale du régime. Là, non pas pour absoudre ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique dans la société, elle y existe. Et d'ailleurs, je voulais commencer mon intervention en m'inspirant d'une phrase qui est celle-là. Certains vivent sur un grand pied, souvent frustes et vaniteux. Ils portent le sobriquet de Begara. C'est là, d'ailleurs, tout le génie des dirigeants sioux. Ils n'ont pas relégué tout le peuple qu'ils ont subjugué à la misère et à la médiocrité. Ils auraient ligué tout le monde contre eux. Grâce à la faramineuse manne pétrolière, ils ont créé au fil des ans un système de cooptation et l'ont organisé de façon à ce que les Domba soient assurés, que l'enrichissement et la réussite sociale leur sont accessibles, dès lors qu'ils acceptent de se plier aux règles non dites, celles du clientélisme, de la corruption, du trafic d'influence et de la soumission inconditionnelle au régime. Cette phrase est extraite d'un projet de roman de notre ami Djemeldi. Je pense qu'à elle seule, elle donne l'explication de... Là, mais je trouve, j'ai essayé de travailler le sujet avant et je ne trouvais pas le fil conducteur. Et là, je suis arrivé, j'ai trouvé le fil conducteur à travers la lecture de cet avant-projet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Un avant-projet que vous me donnez à lire pour me donner votre avis sur la question. Avec honneur et bonheur. Et tu sais bien que j'aime bien te lire. Je reviens à vous, Saïd, dans un moment. Amira Boraoui, alors, vous qui êtes médecin, c'est une épidémie, c'est une pandémie, la chitalose? Je pense qu'elle a énormément augmenté ces 20 dernières années. Mais je pense que la chita, en général, existe depuis très très longtemps en Algérie. C'est dû au fait aux différentes... Il faut qu'on fasse l'autopsie d'une histoire aussi. C'est carrément anthropologique. On a souvent longtemps été sous occupation. Donc cette chita, pour moi, elle existait déjà avant. Ce qui a amené à la révolution, c'est un noyau de conscience qui s'est dit qu'il ne faut plus se soumettre au plus fort qui est injuste. Ce noyau a permis une révolution et ensuite il y a eu un groupe atteints de chitalose qui nous ont créé une pseudo-république. Nous, on est très attachés aux valeurs de la République. Mais aujourd'hui, on voit bien que grâce à l'argent, à la rapine, cette chita, c'est vrai qu'elle a pris de l'ampleur. Parce que d'abord le virage était mal pris dès le départ, après 62, et au lieu de mettre l'Algérie sur rail, et basée sur des valeurs, on a continué à nourrir cette chita, c'est-à-dire une chito au plus fort. Et aujourd'hui, la chita s'organise autour de ce qui est un symbole. J'entendais tout à l'heure la dame parler d'une timsel, d'une statue de Bouteflika à mettre. Mais qui est le fou qui accepterait de mettre une statue de son vivant? Les seuls fous qui ont mis des statues de leur vivant ont fini par être ou assassinés, ou renversés, ou ont fini par être maudits a posteriori après leur mort. On cite l'exemple des différents dictateurs.
Saddam avait mis une énorme statue. Il a fini par détruire son pays en ameutant les forces étrangères. Si on va plus loin dans l'histoire, l'histoire de Rome, Néron, il a construit une statue qui faisait des centaines de mètres. Il a fini par brûler Rome, par construire un palais sur sa ville. Il a été maudit par la suite. Il a été maudit par l'histoire, par les historiens et par son peuple. Les statues, on les fait en post-mortem. C'est une reconnaissance à la mémoire de quelqu'un. La statue de Aït Ahmed, j'entendais quelqu'un critiquer Aït Ahmed. Oui. Et il s'est dit, il a dit, il est resté en exil longtemps. Mais Aït Ahmed, il est resté en exil. Et c'est vrai que ce qu'il demandait, c'était un changement et un vrai changement. Il est resté un symbole. On lui a fait aujourd'hui sa statue. C'est l'amour du peuple qui lui a fait sa statue. Après sa mort, les statues aujourd'hui qu'on voit pour Tahar Djaoud, pour Maqbel, pour ceux qui sont morts, pour leurs idées ou pour avoir apporté quelque chose à la pensée universelle, les statues, on leur fait après. Dire Amira, pourquoi moi je suis assez vieux pour me rappeler qu'en Algérie, même dans les cercles proches du pouvoir, notamment dans le FLN, du temps de Ben Bella, de Boumediene, de Chadli, de Boudiaf, de Kafi, il n'y avait pas autant de chita. Les gens ne se vantaient pas de faire de la chita. Oui, dire chita ou avec plaisir, à gloire et honneur, ou là ils allaient venir recommander à toute une communauté, ya al-Qbaïl diru chita b'chtoudiou qui matlemsen. Ça n'existait pas. À quoi c'est dû? Comment ça se fait que cette chita-lose est ainsi explosée depuis l'arrivée de Bouteflika? La cour du roi, ainsi que ses fous, et ils sont nombreux, n'existe pas en tant qu'homme ou homme d'État, ou en tant que ministre ou président de parti. Il n'existe que grâce à Bouteflika. Il n'existe pas grâce à leur travail. Il n'existe pas parce qu'ils ont hissé un secteur ou un autre, tous les secteurs souffrent. Il n'existe qu'à travers la présence de Bouteflika. Et ils savent que quand il ne sera plus là, bon, on sait comment ils ont l'habitude de faire. Hein. Dès que Bouteflika ne sera plus là, on sait qu'ils ne vont plus jamais parler de lui et qu'ils vont applaudir le nouveau roi. D'ailleurs, c'est la spécificité de la cour. Le roi est mort, vive le roi. Aujourd'hui, oui. On a ce noyau de conscience qui ne veut pas d'un roi. Et on le crie haut et fort. On ne veut pas d'un roi, on ne veut pas un chiitou pour un roi. On veut un président de la République. Un président qu'on peut critiquer, un président qui fait ses mandats comme limité dans la Constitution, et un président qui saura qu'à la fin de deux mandats, il va se retrouver chez lui à cultiver son jardin, et que s'il a mal géré l'Algérie, il doit nous rendre des comptes, car il ne sera plus sous immunité. Ces gens-là, et Bouteflika lui-même et toute sa cour, ils sont jusqu'au boutiste. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne veulent pas rendre des comptes. Il y a eu des crimes économiques faits. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Mousfa Hamouda, chitaloz, pandémie, épidémie, qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Oui, Mousfa. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Massa al-Khir, c'est Jamal. Massa al-Nor, Alembek, c'est Moustapha. Désolé pour la petite voix, j'ai perdu une bronchite vraiment carabinée. Rabbi Jib Shfa. Donc, si j'ai pas l'énergie et le tonus dont je suis pour, excusez-moi ce soir. Non, non, mais ça va très bien, je vous en prie. Vous m'entendez là? Très bien. Eh bien, ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé, donc je suis heureux vraiment de faire partie de votre plateau. Mais avant de commencer, je voudrais tout simplement me dire que quand vous m'avez appelé cet après-midi pour me dire de participer à votre débat, oui. J'étais avec un collègue anglais et je lui ai expliqué justement le contenu du débat et le sujet. Voilà, je lui ai dit on va parler ce soir du Chita. Et je rappelle que vous êtes à Londres. Moustapha, je rappelle que vous êtes à Londres.
Je vous laisse poursuivre, allez-y. Donc, j'ai eu des difficultés à expliquer à mon pauvre collègue comment on utilise la brosse chez nous. C'est quoi une chita? Cela dit, chose que vous ne connaissez pas, mon cher ami Jamal, que j'étais absent pendant quelque temps parce que là, je prépare une thèse sur la brosse. Je prépare un doctorat sur la brosse et il y a mon encadreur là qui m'a conseillé de quitter parce que n'est pas brosseur qui veut. Donc, on commence par les ABC évidemment de la brosse. Et selon le Larousse, la brosse est un ustensile fait d'un assemblage serré de fibres ou de fils métalliques, fixé à une monture, destiné à l'entretien et au nettoyage. Donc, il y a deux mots clés dans cette petite définition et qui sont l'entretien et le nettoyage. Voilà. Maintenant, pour entretenir des relations avec les personnes des hautes sphères, on a besoin d'une brosse, et une bonne brosse. Et pour nettoyer de ce même entourage des gens lesquels on veut se substituer, il faut évidemment cette même brosse. La brosse peut servir à reluire aussi. Elle peut servir à reluire. Tbarrag. Ce qui est terne, elle peut lui redonner du luisant. C'est pour faire du peaufinage, mon cher ami. Voilà le terme. Mais Moustapha, vous qui êtes... Moustapha, vous qui avez un peu moins que mon âge, pour ne pas dire beaucoup moins que mon âge, mais vous vous rappelez les années, surtout que vous êtes de ma région, des Aurès. Vous vous rappelez qu'avant, il y avait beaucoup de pauvreté dans les Aurès. Les gens étaient mangés... vous ne vous rappelez pas, vous, mais moi, je me rappelle durant... mais si, quand même. Les gens étaient mangés par leur poux. Les gens allaient pieds nus. Les gens étaient mangés par leur poux. Les gens avaient faim. Mais les gens étaient fiers et dignes. Aujourd'hui... malgré les milliards dont ils se posent beaucoup, les Algériens ne sont plus ce qu'ils étaient. Malheureusement. Je suis au regret de le dire. Puisqu'on parle d'époque, chez nous, à Batna, il n'y avait pas pire insulte que chiite. Exact. Vous pouvez traiter qui vous voulez de quoi que ce soit, il vous le pardonnera. Mais chiite, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Et là, malheureusement, aujourd'hui, chez nous, c'est devenu le sport national. À qui chiite mieux, et c'est devenu vraiment une pratique très très courante pour aboutir à, je sais pas, incroyable. Moi, la dernière fois, puisqu'on parle de Batna, Batna a été prise par des inondations. Je visionne une vidéo avec une consternation. Le Wali qui se met devant la télévision, il dit qu'il n'y a pas de feu, il n'y a rien, tout est en ordre, ce n'était uniquement que 3 avaloirs qui ont été bouchés, puis voilà, ils ont été pris en charge et rien eu. Moi, je pensais que le lendemain, Batna allait vraiment réagir. Batna a été pris par un déluge. Eh bien, allez-y sur Facebook et vous allez voir Chokran Sidil Wali, Chokran Sidil Wali, Chokran Sidil Wali, Chokran Sidil Wali. Là, j'en peux plus et j'abandonne, je jette et le tablier, et l'éponge, et mes souliers, et ma nationalité, et mon nom, et ma famille, et mon patelin. Allah Iberg. Quelle colère. Restez avec nous, Moustapha. Saïd Akinin, est-ce que nous pouvons, très franchement, pour parler franchement, parce que je crois qu'il faut sortir un peu de certaines formes qui consistent à toujours ménager la société, à ne rien lui imputer, à tout mettre sur le dos du régime et du seul régime. Est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher? Est-ce que ces gens qui font la chita ne sont pas sortis de nos flancs? Est-ce que ce régime qui nous opprime aujourd'hui et qui nous a dépouillés de toutes nos vertus, est-ce qu'il n'est pas sorti des flancs du peuple? Est-ce que nous n'avons rien à nous reprocher nous-mêmes? Je n'ai jamais été dans les postures victimaires. Je crois à la co-responsabilité, mais c'est des degrés. Les degrés de responsabilité sont différents. Mais avant d'arriver à la responsabilité, il est
il est souhaitable d'abord d'analyser la nature du système dont on vit, dont évolue l'Algérie. C'est un système opaque. C'est un système qui est bâti sur l'informel. C'est un système qui a atomisé la société, cassé tous les espaces de contre-pouvoir. Quand on casse les systèmes de contre-pouvoir, c'est ça qui favorise justement la personnification des modes de fonctionnement dans la société. La personnification, y compris la personnification des institutions. Et aussi, quand on tue la justice et qu'on lui substitue le téléphone, bien sûr que le citoyen maintenant, effectivement, dire qu'on est responsable, est-ce que c'est pour autant qu'on est condamnable? C'est aussi une autre partie de la réponse. Mais quand, à des niveaux différents. Tant de forfaitures ont été perpétrées contre ces équilibres, ces institutions, la dignité même, dans la différence la plus totale, dans l'absence de la société, voire même dans sa connivence, elle n'a rien à se reprocher, la société. On ne doit rien lui imputer. Loin l'idée de dire que la société n'a jamais bougé. La société, en 1962, l'été 62, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire l'évolution, la construction des dynamiques sociales en Algérie sont bâties sur des traumatismes successifs. Comme a dit un juge français, si on juge, on ne veut point comprendre. Si on comprend, on ne veut point juger. Ces traumatismes engendraient parfois des léthargies auxquelles on comprend, des silences qui sont des formes de résistance et des actions qui parfois sont encore une fois réprimées dans le sang pour qu'elles rajoutent du traumatisme au traumatisme. Et le meilleur des indicateurs, c'est la décennie rouge et la guerre contre les civils, qui est une plaie béante auquel aujourd'hui l'omerta imposée et l'impunité imposée à la société et le silence imposé rajoutent justement une autre couche à cette frilosité, si j'ose dire, sociale. Et je mets entre guillemets frilosité. Mais Saïd, pardon de vous interrompre dans votre élan qui est très beau, mais franchement, cette impunité dont vous parlez, qui a suivi la guerre contre les civils, cette fameuse décennie rouge, qu'on appelle la Charte nationale pour la réconciliation. Tout à fait. Qui est issue d'un référendum. Que le peuple ait voté ou non, que ça a été trafiqué ou non, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, la réconciliation nationale est applaudie par beaucoup et elle n'est condamnée par personne alors que c'est une auto-amnistie des criminels qui ont assassiné des centaines de milliers de gens et torturé et violé et pillé le pays. Elle est applaudie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au contraire, on est en train de vouloir ériger des statues à M. Bouteflika, qui en a été l'auteur, pour la raison qu'il aurait ramené la paix sociale. C'est comme ça qu'on dit. Et donc, voyez comment, à partir de forfaitures, on en fait des miracles, comme l'a dit Ould Abbas, je reprends son propre mot, des miracles qui ont sauvé l'Algérie d'un fleuve de sang. Toujours revenir à la nature du système. Ça, c'est fondamental. La nature du système est propagandiste à des niveaux. Quand on présente, c'est très simple. On va schématiser, très simple. On bipolarise la situation. Soit vous votez oui, sinon vous crevez. Oui. La question a été posée comme ça, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voter oui. C'est simple, clair, net et bien précis. Oui. On n'a pas besoin de sortir des plus grandes écoles au monde pour pouvoir comprendre qu'à un certain moment, l'instinct doit l'importer sur autre considération et que ceux qui distribuent les certificats de bonne conscience et de mauvaise conscience n'ont qu'à essayer d'analyser pour comprendre les situations et se mettre dans la situation de celui qui a la braise dans la paume de sa main pour ne pas justement rajouter d'autres poids sur ce peuple qui en a déjà beaucoup porté. Quand on te présente une autre situation, on voit que le terrorisme a été utilisé à chaque fois.
Cette fois-ci encore, pas loin d'un mois que ça, on présente, pas loin d'une semaine, on présente à la télé des images de la décennie rouge, où encore une fois, pour renforcer le simulacre des présidentielles qui viennent et essayer... Et menacer, en même temps, mais bien sûr, les gens d'un retour à ces mêmes situations. Tout à fait. Maintenant, pour revenir à la chita, justement à ce niveau-là, il y a des typologies. Il y a de la chita matérielle, c'est-à-dire celui qui veut obtenir des biens matériels, celui qui veut obtenir des licences d'importation, celui qui veut aussi avoir un lopin de terrain pour construire une coopérative, celui qui veut débloquer un permis de construction, celui qui veut avoir une licence d'importation de médicaments, ainsi de suite, celui qui veut taire aussi une affaire de corruption qu'il veut taire. Ça aussi, c'est un type de chita. Il y a la chita intellectuelle. La chita intellectuelle, elle est encore beaucoup plus grave que la chita matérielle. Pourquoi? Parce qu'elle renforce le système, elle renforce le régime dans ses options et elle construit dans la société des illusions et des elle est pratiquée par qui, celle-là? Elle est par les intellectuels organiques et des opposants claniques. Les intellectuels organiques, c'est très simple. On crée un certain nombre de diversions en te disant que voici ce qui nous arrive, c'est dû à la mondialisation, ainsi de suite, et on va essayer d'imposer à la société des termes du débat. Alors que le débat, actuellement, c'est la situation du pays. Ceux aujourd'hui qui disent... On entend parmi des économistes qui disent « Ah, les 1000 milliards ont été dépensés pour l'Algérie, ont été dépensés. » Ça, c'est des intellectuels organiques. Quant aux opposants organiques, c'est ceux qui s'inscrivent dans la logique clanique de « Aujourd'hui, ils critiquent Bouteflika parce qu'ils n'ont plus les faveurs de Bouteflika, alors qu'en 99, ils étaient avec lui. » Ou sinon, ils ne sont pas pour le changement du système ou le changement du régime. Ils défendent juste l'intérêt d'un clan au détriment d'un autre. Soit c'est le clan, c'est les anciens du DRS, soit c'est les actuels de l'armée ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne maîtrise pas très bien la cuisine interne du système. Je ne suis pas issu de ce système. Après, il y a la chita sociale. La chita sociale, en effet, ça, c'est un phénomène, y compris dans les communes, y compris dans les familles. Ça existe dans les familles. Pourquoi? Parce que dans notre société, il y a un système, le système de fonctionnement, c'est un système patriarcal. Et ce système patriarcal, il y a des transferts qui se font allant jusqu'à chercher à chaque fois à identifier un père pour un besoin de sécurité. Mais faut-il à ce que le père soit digne pour qu'il n'abuse pas justement de cette projection de la société? Et ça, c'est très important de l'analyser. Et justement, est-ce que le père joue le rôle? Parfois, justement, le père, il abuse, et ce n'est pas celui qui fait le transfert, il n'est pas conscient de sa situation qu'il faut blâmer, mais c'est ce père qui abuse. Autant dire que c'est un cas d'école, j'allais dire, psychanalytique. Tout à fait. Amira Boraoui, pourquoi les gens qui pratiquent la chita, qui sont atteints de chitalose, sont-ils systématiquement dans la récupération de la révolution, des chouhada, des moujahidines? Je pense que c'est leur seule manière d'exister. C'est-à-dire qu'ils tentent de kidnapper des symboles parce qu'ils n'ont pas d'alternative à offrir à l'Algérie d'aujourd'hui et aux générations futures. Donc ils sont toujours dans le passé. Il est clair que chaque nation a besoin de ses symboles. Mais celui qui construit regarde devant. Ce ne sont pas des gens qui regardent devant, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat. La majorité des jeunes, ceux qui n'ont pas de diplôme, et parfois des diplômés aussi, sont des haragas. Et ceux qui ont des diplômes, on l'a vu il y a quelques mois, M. Benchenouf, au niveau de l'inscription du consulat français, la marée humaine de nos universitaires qui s'en vont. Il y a, les grandes nations n'existent pas comme ça de manière inopinée. Il faut en même temps que cette résistance, une révolution de la pensée. Moi ces chitologues, ou je ne sais plus comment vous êtes en train de les appeler, ces gens-là ne m'intéressent pas dans la lutte parce que c'est des gens qui ne pensent pas avec leur esprit. C'est des gens qui pensent avec leur ventre et leur bas-ventre. Ceux-là n'ont absolument rien à apporter
à cette transition qui est en train de se faire, à cette révolution qui est en train de mûrir. Ils la voient peut-être pas, ces chiétines, mais elle mûrit. Elle mûrit dans l'esprit de ceux qui utilisent leur esprit via l'argumentaire. On voit bien que le bilan est catastrophique. À côté des dépenses que l'Algérie a eu à mettre sur la table et surtout en dessous pour pouvoir s'en sortir de la dépendance des hydrocarbures, etc. On a tout fait pour renvoyer notre jeunesse. Alors l'élite et tout ce qui est matière grise, on les pousse vers la mer pour aller faire avancer d'autres nations. Et c'est voulu quelque part. Mais aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a ce noyau révolutionnaire, qu'il y a de la résistance, il y a des Algériens qui résistent, qui dénoncent. Et plus largement, dans ce monde musulman, Monsieur Benchenouf, qui est en retard dans tous les pays, qui est en majorité soit a souffert d'une trop longue dictature, qui a fait des révolutions complètement avortées. Et aujourd'hui, on l'a vu, après avoir vécu la décennie où il y a eu énormément d'instrumentalisation de la religion et où on aurait dû être immunisé contre ça, aujourd'hui, on voit que c'est l'État lui-même, le pouvoir lui-même, qui instrumentalise la religion en hissant Monsieur Bouteflika au stade de prophète. Là, j'entendais tout à l'heure le monsieur dire, il était en train de lui donner des louanges, un religieux, et le traitant presque de prophète. Et ça, par contre, c'est une culture qui a été importée ailleurs, d'ailleurs qui n'est pas la nôtre, où on a toujours utilisé la religion après le prophète pour pouvoir s'imposer sur un territoire au nom de l'islam. Et ça, il faut que la révolution dans ce monde musulman ait lieu pour qu'on cesse définitivement d'utiliser la religion et de la laisser tranquille du domaine des croyants pour qu'ils vivent en dehors de cette hypocrisie-là. À ce moment-là, on sera une grande nation. Mais Amira Bouraoui, est-ce que vous avez remarqué que le monsieur en question, le barbu qui a tous les apanages du salafiste, qui a fait un éloge ô combien pompeux de monsieur Roul, que tout le monde connaît par ailleurs, hein, en vérité, qu'à la fin de son éloge, il s'est penché vers lui, il ne savait pas qu'il était filmé, quand on l'écoutait, il lui a dit « Eh, madabik, tisiani, wallahi, fi azma, kont ta'awni, et l'autre lui a dit « D'accord, je vais m'occuper de toi. » C'est-à-dire que pour apporter de l'eau à votre moulin, que même ceux qui s'arrogent le droit de moraliser les autres au nom de la religion, ils ne sont pas indemnes de l'hypocrisie, cette hypocrisie dont vous parlez. Mais Amira Bouraoui, le mensonge qui est le fondement même de la chita, parce que la chita, elle se sert du mensonge pour faire reluire ce qui est terne, ce qui est... le mensonge n'est pas seulement utilisé par les chitalogues, mais il est utilisé aussi par ceux qui appellent à la brosse, qui demandent à ce qu'on leur passe la brosse. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait que Bouteflika est dans l'incapacité la plus totale de diriger, mais on nous répète tous les jours que c'est Bouteflika qui dirige. Et les autres en face, ils disent oui, c'est Bouteflika qui dirige, je l'ai vu de mes propres yeux, etc. Ce régime-là, dans cette fuite éperdue en avant, il ne se rend pas compte que tout le monde est conscient, que tout le monde n'y croit pas? Je pense que si, je pense qu'ils savent très très bien qu'ils ont du mal aujourd'hui à faire travailler les différents appareils de propagande malgré des médias lourds, malgré, vous savez, l'opposition, et encore, elle n'arrive pas à passer au niveau médiatique. C'est pour ça que je m'exprime d'ailleurs sur votre chaîne. C'est parce qu'on est censuré partout ailleurs. Nous sommes censurés depuis 2014, depuis le 16 avril 2014, la veille des élections, on n'a plus droit à la parole. On ne peut passer sur les plateaux télé ou au niveau des médias papier qu'à partir du moment où on est considéré comme un opposant. Et si vous n'étiez pas censuré, Amira Bouraoui, vous ne viendrez plus à Al-Maghribia? Comment? Si.
Bien sûr que si. Parce qu'on ne veut pas servir de roue de secours. Nous, on offre, absolument pas. Non, nous, non, on non, offre la liberté d'expression d'expression à tout le monde. Nous sommes en direct. Pas de censure. Tout le monde peut s'exprimer. Nous n'avons aucune bride à mettre à nos invités. Mais restez avec nous, Mira Bouraoui. Moustapha Hamouda, que nous avions perdu, nous venons de le retrouver. Moustapha Hamouda. Et maintenant, comment faire pour faire honte à ces chiatines, pour qu'ils ne jouent plus sur du velours, pour qu'ils ne se comportent plus en terrain conquis à venir nous dire « Oui, chiite ou nos, ou les majbouch l'hala ou la hête ». J'ai lu un truc, ça fait bien longtemps, mais je n'ai pas retenu le nom du philosophe ou du poète qui dit « La joie est en tout, il faut savoir l'extraire ». Maintenant, si ces codateurs et ces frottements, ces louangeurs trouvent leur joie dans la chita, pourquoi les en priver, les pauvres? Laissez-les vivre leur petit plaisir. C'est une forme de jouissance qui donne ses fruits, donc il ne faut pas trop les condamner. Moi, je suis quelque part spinoziste, donc il faut toujours essayer il ne faut jamais condamner, il faut toujours essayer de comprendre. Je comprends toute posture, sauf la posture du chiite, je ne la comprends pas, malheureusement. Il y a aussi, si je me souviens, le médecin de Louis XIII. Le médecin de Louis XIII s'appelait Guy de la Brosse. Je connais un médecin qui voudrait bien changer de patronyme. Et sur ce, je vous dis merci pour l'invitation et merci à vos téléspectateurs et à très bientôt, Inch'Allah, ya Jamal. Moustapha Hamouda. Oui. Avant, moi je me rappelle les Algériens, y compris parmi les plus fourbes, ceux qui ne reculaient devant rien, y compris ceux qui étaient dans la chita pratique, hein, pas dite, pratique. C'est-à-dire pratiquer la chita, mais ils ne le disaient pas. Aujourd'hui, ils le disent. Ils disent oui, chiyat ou nos, ou chiyat, ou les kif kif. Et comme M. Ben Hamou, qui recommande à tous les Kabyles de faire de la chita s'ils veulent s'en sortir. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que toute une société passe du stade de la dignité ou d'un smig de dignité vers l'outrance la plus débridée possible dans la plus totale indignité? Comment vous expliquez ce transfert? Franchement, d'abord, je ne connais pas ce monsieur, désolé. Puis maintenant, s'il y a un monsieur qui peut donner des conseils au Kabyles, j'aimerais bien le rencontrer. Voilà. Très bien, merci. On va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd, comment on pourrait conclure cette émission sur la chitalose, cette généralisation de l'indignité, sans que cela n'émeuve quasiment plus personne? Nous sommes issus d'une société à solidarité mécanique. Les sociétés à solidarité mécanique... C'est-à-dire solidarité mécanique? Solidarité mécanique, c'est-à-dire on est du même village, on crée un système de solidarité, on appartient à la même tribu, on crée un système de solidarité et on appartient à la même terre, on crée un système de solidarité, on appartient au même pays, on doit créer un système de solidarité parce que nous sommes un être collectif et on a un destin collectif. C'est solidarité mécanique. C'est Durkheim qui a théorisé les sociétés traditionnelles ainsi. Il les a appelées ainsi. Les valeurs qui caractérisent ce genre de société sont très simples. Ce sont des sociétés égalitaires. Ce sont des sociétés qui donnent beaucoup plus d'importance à l'être qu'au paraître. Ce sont des sociétés où l'humanisme fait qu'il y a une certaine forme de péréquation. La péréquation en économie, c'est la correction des inégalités. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus riches ou de plus pauvres. Et d'ailleurs, dans les Ouzia, dans Fimsharot, dans toutes les fêtes ou les systèmes de partage, la part du pauvre est la même que celle du riche. Aujourd'hui, avec la mondialisation, effectivement, l'ultracapitalisation, et il y a ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs aujourd'hui, ce n'est pas celui qui est digne, qui est respecté, mais c'est celui qui peut, qui a le pouvoir,
Et le pouvoir s'articule autour de deux choses. Soit tu es proche des agents du régime, soit tu as l'argent. Mais dans tout ça, il y a encore des hommes et des femmes dignes. Donc, quoique il y a toutes nos valeurs sont menacées de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur parce qu'il y a un régime qui fait tout pour atomiser la société et casser les structures ancestrales parce que c'est des structures de contre-pouvoir. Dans tout ça, il y a des hommes et des femmes dignes. Contrairement à ce que disait tout à l'heure un des que je n'aime pas citer, les autres sont pauvres et ils sont en retard. En effet, on peut être en retard matériellement, mais la bêtise de cet homme, elle est plus âgée que son âge réel. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, ce n'est pas simplement avoir de l'argent ou être développé. Développer son honneur, développer sa dignité, développer son humanité, développer son humanisme est beaucoup plus important aujourd'hui que de développer son porte-monnaie. Aujourd'hui, avoir un cœur est mieux que d'avoir une bourse. Il n'a qu'à le comprendre, ce mec. Amira Bouraoui, le mot de la fin sur cette chitalos, comment faire pour faire honte à ces gens qui viennent toute honte bu nous dire un chiite au nos ou les mazbouch la kif kif. Alors, moi, je pense que c'est aux non-chiites de pouvoir s'exprimer et d'imposer leur point de vue. Contrairement à ce qu'on pense, tous les Algériens, c'est pas des chiétines, c'est pas tout à fait une épidémie qui a pris tout le monde. Il y a qu'à voir le taux des votants. Il y a énormément d'Algériens qui ne vont pas voter et contrairement à ce qu'on pense, la Kabylie, parce que moi je n'aime pas quand on fait dans la discrimination des régions, etc. La Kabylie ne vote pas, la capitale qui est en termes de région cosmopolite ne vote pas non plus. Il y a plus de la moitié du peuple qui ne va pas à l'urne parce que c'est pas parce qu'il est sans opinion. Mais c'est parce qu'il sait qu'il ne veut plus de l'Algérie avec le système actuel. Et ces gens-là, ils sont plus nombreux que les chiites, et ces gens-là n'attendent que l'occasion de s'exprimer de manière pacifique dès qu'ils pourront se réunir autour d'une alternative viable, pacifique, et qui sorte l'Algérie de l'impasse dans laquelle elle se trouve, l'impasse politique, économique, etc. Merci Amira Bouraoui. Je rappelle seulement qu'aux dernières élections, plus de 75% des Algériens n'ont pas voté. Et dans tout le pays, à travers tout le pays. Merci Amira Bouraoui, merci Saïd Aknin, merci Moussa Hamouda. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.